Bonjour et bienvenue dans cette émission du 6 août 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, que je remercie du fond du cœur, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, changement de décor, je suis sur la route, mais il me tenait très à cœur de vous présenter ce que vous allez découvrir au cours de cette émission. Avec comme point de départ cette question lancinante qui nous hante, que pouvons-nous faire face à la dérive épouvantable qui accourt en Occident et qui est totalement contraire aux volontés et à la détermination des populations. Et donc nous nous retrouvons embarqués dans ce train fou qui va à grande vitesse vers l'abîme, et puis avec cette difficulté qui, à mon sens, s'organise autour de deux volets. Le premier, c'est que les moyens classiques, habituels, notamment politiques, de s'opposer à quelque chose ne sont plus opérants, notamment les manifestations à grande échelle. On peut prendre l'exemple de la réforme du régime des retraites en France, sous Giscard, Mitterrand ou Chirac. Si vous aviez 3 millions de personnes à Paris contre un projet de loi, le gouvernement faisait marche arrière. Mais évidemment qu'avec un chef de l'État aussi psychopathe que l'est Emmanuel Macron, la seule chose qu'il a à l'esprit, c'est le rapport de force, et dès lors qu'il a suffisamment armé les forces de l'ordre et préparé des brigades d'intervention d'une brutalité extrême, tant que les gens ne vont pas le déloger de l'Élysée, eh bien, il n'en fait qu'à sa guise et ne tient pas du tout compte de l'opinion. On voit d'ailleurs à quel point il est détesté aujourd'hui à travers tout le pays, mais il n'en a cure, parce que c'est la caractéristique de ses profils. Et puis le deuxième volet, c'est qu'évidemment que nous nous sommes beaucoup désaguerris au cours des décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et vous connaissez cet adage que les temps difficiles produisent des hommes forts, les hommes forts établissent une société solide et qui en vaut la peine, et puis la société solide voit apparaître des gens faibles qui détruisent la société jusqu'à ce qu'une nouvelle crise apparaisse, et c'est évidemment une vision un peu simpliste des choses, mais qui a malgré tout son ordre de validité. Et donc nous sommes tous là à voir la catastrophe arriver. Alors il semble, si on s'en tient au sondage sur la satisfaction de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ou de l'injection génique expérimentale ou de la guerre en Ukraine, que 85% de la population soit très heureuse du déroulement des choses. Enfin, si on corrige un petit peu le biais évident des sondages qui appartiennent aux mêmes oligarques que la presse, on se dit qu'on est malgré tout dans un rapport de force, mais que ce sentiment d'impuissance auquel nous sommes réduits est évidemment extrêmement préoccupant. Et ce d'autant plus qu'il s'accompagne, je suis vraiment obligé d'y revenir tellement c'est important, de cette valence qu'Alexandre Solzhenitsyn avait parfaitement identifié dans son fameux discours de Harvard. Alors je recontextualise un peu les choses. Solzhenitsyn a finalement été expulsé de l'URSS en 74 ou 75 si je ne m'abuse. Il est d'abord passé par la Suisse où j'ai eu le bonheur de le rencontrer. J'étais alors âgé de 10 ans, mais je l'ai pris en photo en m'étant glissé sous un cordon de sécurité dans le petit canton d'Appenzell. Puis après, Solzhenitsyn est allé se réfugier dans le Vermont où il a vécu quelques années. Et puis donc il a été invité, prix Nobel de littérature, à faire un discours à Harvard. Et les Américains, bonnets comme ils le sont, s'attendaient à ce qu'ils tressent les louanges de la société libre, de la démocratie américaine, les vertus de la société de consommation. Eh bien, ils auraient mieux fait d'y réfléchir à deux fois, car le prix Nobel a à l'inverse livré un diagnostic absolument implacable de la décadence en cours de l'Occident, et en relevant qu'en l'absence de spiritualité prégnante dans l'organisation de la société, eh bien, nous étions partis pour devenir nous-mêmes une nouvelle forme de totalitarisme. Il avait eu cette parole redoutable de vérité, dont je pense qu'il vaut vraiment la peine de la méditer, chacun et chacune d'entre nous. Vous ne savez pas pourquoi vous vivez, parce que vous ne savez pas pourquoi vous seriez prêt à mourir. Et réfléchissez-y. Si demain, il devait venir saisir vos enfants ou petits-enfants, vos femmes ou maris, vos proches, pour les injecter avec un produit mortel à peu près coup sûr, est-ce que vous seriez prêt à donner votre vie pour vous opposer à cela, ou est-ce que vous regarderiez faire en vous disant « ma foi, je ne peux rien faire et donc je dois me soumettre à cette absurdité ». Si demain, il doit y avoir un crédit social qui exige de vous que vous vous conformiez en quasi-permanence à toutes les injonctions, aussi délirantes soient-elles, de l'État,
Est-ce que vous allez vous laisser faire ou est-ce que vous seriez prêt à donner votre vie pour que vos enfants, vos proches ne soient pas transformés en robots dociles d'un système délirant? Vous voyez, nous sommes au pied du mur de cette question. Alors, rassurez-vous, je n'invite personne à l'autosacrifice, et d'ailleurs je ne le pratique pas moi-même, mais je crois qu'il est important de connecter cette question essentielle, cette question racine, de sorte à remobiliser en nous ce courage qui a disparu au cours du temps, et je l'ai dit à plusieurs reprises, notamment du côté des hommes. Parce qu'envers et contre tout, anthropologiquement, c'est toujours aux hommes de prendre soin des femmes et des enfants. Les femmes sont bourrées de talent, elles ont plein de compétences, y compris celles qui nous manquent, mais en ce qui concerne la protection et l'affirmation de l'inviolabilité des principes sacrés, c'est aux hommes que cela revient. Alors il se trouve que la semaine passée était la journée internationale sous l'égide de l'ONU pour le respect de la dignité des personnes victimes de traite humaine. Et malheureusement, le trafic d'êtres humains est un énorme problème à l'heure actuelle. Il n'y a jamais eu autant d'esclaves qu'aujourd'hui à l'échelle planétaire. Et puis évidemment que ce sont, bien sûr, surtout les femmes et les enfants qui sont concernés en premier lieu, avec de l'exploitation sexuelle, de l'exploitation économique, des trafics d'organes prélevés sur des victimes du trafic d'êtres humains, enfin des choses absolument épouvantables. Et souvenons-nous au passage de la gravité du problème que j'évoque. Une commission d'enquête du Congrès a pu établir que 85 000 enfants avaient disparu à la frontière sud des États-Unis, des migrants mineurs non accompagnés, et on sait qu'ils sont récupérés par des groupes criminels qui précisément s'attachent à leur exploitation sexuelle, parfois des crimes rituels dans lesquels des enfants meurent, dans des viols et des cérémonies se concluant par des assassinats, de l'exploitation économique, là encore du trafic d'organes avec de la mise à mort. Il y a des dizaines de milliers de disparitions pareillement en Europe chaque année. Et c'est sidérant de voir à quel point ce sujet qui devrait tous nous mobiliser et quelque part peut-être être la plus importante de nos priorités, eh bien ma foi rencontre une réponse extrêmement molle. La presse en parle très peu, les politiciens détournent leur regard, les services de l'État, policiers, sociaux, justice, qui sont chargés de s'en occuper, manquent terriblement de moyens, contiennent un certain nombre de pervers et de membres de réseaux pédocriminels, et d'une manière générale, soit s'en désintéressent, soit n'ont pas les moyens de leur action, alors qu'au cœur de toute société, il y a cette valeur que la protection des personnes les plus vulnérables est absolument essentielle, parce que la santé de la société tout entière en dépend. J'ai aussi souvent rappelé ça, c'est une valeur cardinale de l'Évangile, ça vaut peut-être la peine de le rappeler suite à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui a été scandaleusement blasphématoire et christianophobe. Ce sont des gens très inclusifs qui luttent contre toutes les formes de phobie, sauf la christianophobie. C'est intéressant quand même. Et au cœur de l'Évangile, il y a cette notion, ce que vous faites au plus petit des membres de la société, c'est à Dieu lui-même que vous le faites. Mais on le retrouve également de manière laïque, par exemple dans la Constitution suisse, qui dit dans son préambule « c'est à la manière dont elle traite les plus fragiles de ses membres qu'on reconnaît la valeur d'une société ». Eh bien, quelle est la valeur de notre société lorsqu'on sait qu'il y a toute cette maltraitance infantile, qu'il y a tout ce trafic d'êtres humains, ce qui devrait tous nous révolter et nous paraître absolument abominable. Alors, nous nous demandons quoi faire, et nous nous sentons bien sûr terriblement impuissants par rapport à cela. Et c'est là où j'ai envie de vous présenter un exemple d'une association qui s'est créée aux États-Unis pour commencer, mais qui a essaimé à travers le monde, qui s'appelle Bikers Against Child Abuse, les motards contre l'abus sur les enfants. Et je propose tout simplement de m'effacer à ce stade, de vous laisser découvrir de quoi il s'agit dans une petite vidéo de présentation qui a été réalisée par cette association, sous-titrée en français, et je vous revois juste de l'autre côté de cet exemple. What do I get out of Baca? Wow. The knowledge knowing that I've done something that no one else can do. And that's to give a child their life back. Baca is probably the only organization that can do what it does that exists in the world right now.
The goal of BACA is eventually to break the chains of child abuse, so these children don't grow up and bring what happened to them into their relationships. First found out about BACA through my counselor, and she said that we should look into this, that BACA was a group of bikers who help and they support kids who've been abused. Before the abuse, I do remember like a happy, just normal life. Rhythm was very carefree. She was loving and fun. When I told my mom, she talked to me for about an hour. She came in and she said, I'm being abused and I want you to know I don't want it to happen anymore. I want it to stop. My extended family didn't think my story was true. They thought a lot of it was made up. I had night terrors. I was seeing like 2-3 counselors. That was partially why my counselor informed us about BACA. Level 1 is the first interaction that the child's going to have with the entire chapter. It's where we bring that child in and make them part of our biker family. Leading up to the night of my level 1, I was kind of like not sure what to expect. All I knew is that there was going to be a lot of bikers at my house in the morning. That when a child's been brought into BACA, and we decided that it's a case that fits our mission, we as the chapter as a whole will ride off to wherever the child feels safe at to meet. That means the whole chapter goes. Everybody's had a background check for Bride. There's a little bit of a ceremony that goes on with it. The child's reminded about the initial contact where everything is explained to them, what BACA is, what we do, what we don't do. We present them with a vest, and it has a patch on the back of it and their road name, and it just makes them feel part of. They get assigned 2 of the members as primaries. Those members are on call for that child 24/7 around the clock. Peppermint, would you like to meet your primaries now? We have Rembrandt and Lucy. Rembrandt and Lucy have always been here for me, and BACA will always be here for you. Hi, Peppermint. I'm Lucy. It's nice to meet you. Hi, Peppermint. I'm Rembrandt. It's nice to meet you. Seeing this like group of adults, bikers, like being so kind, not even bringing up what happened to me, just saying like, hey, we're here for you, like we're your new family. It meant the world to me. The level 1 is probably something that is the most empowering part of what we do, because we see a huge change in these children. After about 40-45 minutes, those kids are interacting with our members. In some areas, they go for rides with the membership. They take them on a short ride around the neighborhood. They looked at her like she was just another amazing young kid. We're just there just to empower them, to show them that there's people out there that really care about them, and that they're becoming part of our family. And then when they become part of our family, that we have their backs. When there's a court case, if the judge allows us, we will escort that child to the courthouse. A lot of times when kids go to court, the family members of the perpetrator will show up and they try to intimidate that child. Carry me home when the light in my eyes does fade. Carry me home when the shadow comes to take me away. Lay down my bones, knowing I'll be in a better place. Release my soul, carry me home. Carry me home, there's a sorrow down in the ground. Carry me home, don't you weep for I am freedom bound. Lay down my bones, there is peace within the light I found. Release my soul, carry me home. Are you scared? No, You're not? my friends are a lot scarier than he is. Carry me home when the light in my
When I see these kids, the light come back into their eyes. I get more out of Baca than I could ever put in. Standing up for child abuse is probably one of the bravest things somebody can do. You see them after we get involved, and their self-confidence is beaming. They're doing better in school, and they're not afraid anymore. And that's what we do. We give them their life back. I grew as an individual. I joined clubs in high school. I became varsity captain of the cheer team. I was a vice president. I'm going to college. I owe that to every single person in my life, especially Baca, who stood by me and who supported me and said, it's okay to be scared. We're here for you until you're not. Nobody gets paid in Baca. Everybody's volunteer from the president down. We, my brothers and sisters, will do whatever we can to make sure that they feel safe. And when we do that, they can trust again and they can start being kids again. That's what I get out of Baca. Everything on this patch means something. The white is the innocence of the child. The red is the blood that's been shed. The black represents the dark times that child is going through. The skull and crossbones is death to child abuse. The fist is our commitment to fight child abuse. And the chains on this patch stands for one Baca, one united nation. This patch means everything to me. This is my family. If you are being abused, if you are scared, tell somebody. Et vous voyez, à peu près tout me paraît juste dans cette proposition. Déjà, le fait de donner un clan protecteur à ces enfants, c'est ce qui leur manque dans la réalité. Faire en sorte que ce clan protecteur, qui est intimidant, vous me le concéderez, soit mobilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que l'enfant n'est plus jamais seul face à la difficulté qu'il rencontre. Le fait aussi d'avoir cette force physique et ce côté intimidant. Et vous le verrez dans les textes de présentation, d'auto-présentation de l'association, que je vais vous lire dans un instant, ils disent bien, nous ne sommes absolument pas acquis à la violence et nous ne cherchons jamais à faire usage de violence, mais si les enfants que nous protégeons sont à risque d'être victimes de violence, nous n'hésiterons pas, pour les protéger, à appliquer pour eux la légitime défense qu'ils sont incapables de se donner à eux-mêmes. Et c'est là où, depuis un certain temps, je parle des valeurs de chevalerie et dis qu'il est essentiel dans notre société que les hommes se remobilisent. Les hommes ont la charge anthropologique de protéger les femmes et les enfants. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que les femmes et les enfants sont l'avenir de l'espèce. Et donc un homme doit être capable de sacrifier sa vie pour protéger ses femmes et ses enfants, les femmes et les enfants de sa famille et de son entourage. Mais plus globalement dans la société. Et c'est aussi pour cela que dans toutes les guerres, les soldats, les troupes sont composés d'hommes, parce que c'est notre responsabilité existentielle et anthropologique. Et il faut aussi se souvenir qu'il y a dans toute société saine un code de l'honneur. Un code de l'honneur, c'est ce qui va déterminer votre conduite, parce que si vous ne respectez pas ces principes, alors vous êtes déshonoré, vous vous déshonorez. Et bien sûr que les codes de l'honneur peuvent parfois dériver dans des formes extrêmes. Mais le code d'honneur de base, qui est notamment d'être honnête, si on pense même à ce truc totalement ringard aujourd'hui que sont les 10 commandements, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne chercheras pas à baiser autrui, dit en d'autres termes. Vous voyez, ça peut sembler complètement ringard, mais si nos élites aujourd'hui avaient la moindre conscience de l'importance essentielle de faire vivre ces valeurs et de s'y tenir, parce que sinon c'est juste déshonorant et qu'on sème le déshonneur au sein de nos sociétés, eh bien peut-être ne serions-nous pas en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre, donc pas besoin de remettre des armures avec des grandes croix teutoniques et de monter sur des destriers, mais je crois que nous avons vraiment à remobiliser cette présence dans l'espace public
Et j'en terminerai avec ça. Un autre piège de l'époque, c'est bien sûr le numérique. Nous avons beau nous indigner autant que nous voulons sur les réseaux sociaux et sur Internet, ça ne changera rien dans la réalité, parce que pour eux, c'est du vent. Par contre, si à chaque fois que les députés vont à l'Assemblée nationale, il y a 100, 200, 500, 1000 personnes non agressives, mais présentes, solides, déterminées, qui les regardent dans les yeux, avec cette interpellation même silencieuse, vous n'avez pas le droit. C'est déshonorant, c'est inacceptable. Nous sommes là et nous ne vous laisserons pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Même de la manière la plus irénique, parce qu'évidemment que le pouvoir, notamment en France, ne cherche que l'affrontement, mais on le voit aussi actuellement en Angleterre, en Allemagne, le fait que les gens deviennent violents fait partie de leur plan pour pouvoir réprimer brutalement et imposer des états d'urgence. Donc nous avons à éviter cet écueil, mais remplacer la tentation de la violence que nous pourrions avoir, et je rappelle au passage que la violence n'est pas illégitime systématiquement, elle peut être légitime, notamment face à une violence légale qui a complètement dérivé et qui elle-même est illégitime. Mais ça n'est plus une voie pour les raisons que j'indique. Par contre, la présence déterminée, le courage, oui, le courage, le côté indomptable de tenir l'essentiel, ça c'est quelque chose que nous pouvons mobiliser. Cette association BACA, à mon avis, le fait vivre, et il y a des chapitres dans tous les pays, en tout cas les pays d'Europe, la France, la Suisse et la Belgique. Et donc je vais terminer cette émission en vous donnant lecture des textes qui permettent, à mon sens, vraiment bien de saisir la justesse et la nature de cette intention. À bientôt, je vous remercie. Notre mission est de créer un environnement plus sécurisant pour les enfants victimes d'abus. Nous existons en tant que groupement de motards pour permettre aux enfants de ne pas avoir peur du monde dans lequel ils vivent. Nous sommes prêts à apporter un soutien à nos amis meurtris en les accueillant au sein d'une organisation structurée et unie. Nous travaillons en collaboration avec les autorités locales et nationales déjà en place pour protéger les enfants. Nous voulons envoyer un message clair à toutes les personnes impliquées avec l'enfant maltraité. Cet enfant fait partie de notre organisation et nous sommes prêts à lui apporter notre soutien physique et émotionnel par son intégration à notre groupe et par notre présence physique. Nous sommes prêts à protéger ces enfants contre tout abus. Nous ne préconisons pas l'usage de la violence ou de la force physique de quelque manière que ce soit. Cependant, si les circonstances sont telles que nous sommes le seul rempart contre de nouveaux abus, nous sommes prêts à être ce rempart. BACA a été fondé par un travailleur social clinicien et thérapeute spécialisé dans la thérapie par le jeu pour enfants. Il est également professeur à temps partiel à l'université Brigham Young. Il cumule plus de 20 ans de pratique, dont la majorité fut consacrée au traitement des enfants victimes d'abus. Il était conscient que le système offrait beaucoup de possibilités favorisant le processus de guérison d'un enfant, tout en comportant cependant plusieurs lacunes et limites pour assurer la sécurité des enfants. Même avec la participation des tribunaux pour protéger ces enfants contre d'autres abus, via l'émission d'ordonnances de protection ou le retrait des agresseurs des quartiers de leurs victimes, il est physiquement impossible pour les autorités civiles et policières d'assurer la protection de ces enfants 24 heures sur 24 pour une période indéterminée. Les auteurs de ces abus sont pleinement conscients de cette situation et continuent de trouver de nouvelles façons d'entrer en contact avec leurs victimes et d'infliger d'autres sévices. C'est là où BACA fait la différence. Tous les enfants intégrés à BACA reçoivent comme contacts principaux 2 membres assignés qui restent en contact étroit avec celui-ci. L'organisation soutient chaque enfant en fonction de ses besoins individuels. Ces services peuvent notamment inclure une présence physique à la maison, des visites à l'école de l'enfant et l'accompagnement de l'enfant aux tribunaux et aux audiences de libération conditionnelle. Nous avons constaté que les enfants blessés qui ont profité de la présence de BACA dans leur vie sont beaucoup plus susceptibles de divulguer les abus. Nous aidons au processus de guérison de l'enfant à rétablir l'estime qu'il a de lui-même ainsi que sa confiance.